Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Vous étiez alors Premier ministre. Après avoir vu ces 3 reportages de Pauline Revenat, on s'interroge sur les possibles failles. Comment Salah Abdeslam, qui était l'homme le plus recherché d'Europe après les attentats, a-t-il pu passer 3 contrôles de police sans jamais être inquiété? Comment ça se fait? S'il y a eu des attentats, c'est évidemment que les terroristes ont pu passer à travers les mailles du filet. Et pour ce qui concerne cet individu, s'enfuir. Moi, ce que je peux tout simplement dire, c'est que à l'occasion de ce type d'attentat, de cet attentat terrible, bien évidemment, on s'aperçoit qu'il y a eu des failles, des erreurs, qu'il y a sans doute encore des questions qui méritent des réponses, et j'espère que le procès apportera ces réponses. Il y a aussi, heureusement, de la chance et des attentats qui sont évités. Vous dites des failles, des erreurs, lesquelles? De quel côté? Moi, je pense que la principale faille, c'est que des terroristes ont pu passer les frontières européennes, notamment à travers les réfugiés, qu'il n'y ait pas eu les contrôles à ce moment-là. Mais c'est vrai, dans de nombreuses occasions, en tout cas en Grèce ou en Italie. La même question pourrait se poser sur les frontières entre l'Afrique et l'Espagne et l'Europe. Donc c'est là, je crois, le principal problème. Est-ce que cela permet d'éviter les attentats? Cette réponse, malheureusement, elle reste ainsi en l'air. Mais c'est là, sans doute, le principal problème. Il y a eu un manque de coordination entre les 2 polices. Quand on entend dans le reportage que Salah Abdeslam est identifié par le loueur de son véhicule à 6h du matin par la police belge et qu'ensuite l'information met 5 heures à remonter jusqu'à la cellule antiterroriste française, là on est stupéfait. Oui, mais je comprends qu'on puisse être stupéfait. Je comprends parfaitement qu'on s'interroge sur le fait que cet individu a pu franchir la frontière. Mais c'est vrai que les informations ne sont pas arrivées aux gendarmes. C'est arrivé trop tard et d'un côté ou de l'autre, les gendarmes devaient respecter la loi concernant ces contrôles. C'est cette réalité, même si Abdeslam sera ensuite arrêté par la police belge, qui n'empêchera pas non plus les attentats sur le territoire belge. C'est facile de reconstituer après, mais à ce moment-là, bien sûr, les choses s'enchaînaient très vite et donc les terroristes ont pu, pour certains, passer les lignes et passer la frontière. D'autres non, d'autres ont été appréhendés. C'est le cas d'Abaoud et on a évité ainsi les attentats. C'est cette réalité que décrit, je crois, très bien le documentaire. Parlons d'Abaoud justement. C'était un des terroristes les plus recherchés du monde. On le pensait en Syrie et pourtant il était caché dans un buisson à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Comment a-t-il réussi à passer à travers les mailles du filet? Soit à travers les filières d'immigration. Quelques mois avant, il était d'ailleurs en Grèce. Et c'est sur la base d'une intervention de la police belge à Verviers que qu'il a pu s'enfuir de nouveau en Syrie, revenir après à travers les filières. Oui, c'est cette réalité, mais eux-mêmes opèrent, regardent, ont des moyens, se cachent, jouent évidemment de tous les mécanismes de surveillance. Donc il est venu là pour commettre des attentats, pour les superviser. Il s'est caché, d'ailleurs ces scènes sont tout à fait étonnantes, on les voit dans le documentaire, caché dans un buisson, une personne, cette fameuse Sonia, qui est une véritable héroïne, qui avec la cousine d'Abaoud lui parle, et celui-ci lui confie ses projets de réaliser d'autres attentats, notamment dans le quartier de la Défense. Donc il y a aussi cette réalité au fond de cette vie, de cette action des terroristes, à la fois étonnante, misérable, mais avec une détermination qu'il faut déjouer en permanence. Et si on évoque les attentats, on évoque moins souvent aussi tous les attentats, ils ont été nombreux, qui sont déjoués depuis plusieurs années. Quand elle parle au début, elle n'est pas tout de suite prise au sérieux. Le lien n'est pas tout de suite fait entre cet homme et Abaoud. C'est quand elle parle des baskets oranges que ça fait tilt. Mais ça va très vite, vous vous rendez compte le nombre d'appels que reçoivent les services de police, de gendarmerie, de la justice, et elle est convoquée à la Direction générale de la sécurité intérieure tout de même, c'est-à-dire dans les locaux des services du renseignement intérieur. Et c'est à partir de ce détail, ces fameuses baskets oranges, que les agents qui l'interrogent ont évidemment la conviction qu'il s'agit bien d'Abaoud. Mais là, on montre ce travail, mais il faut imaginer tout le travail de la police, du renseignement, de tous ceux qui sont sur l'enquête. Et ça va, de ce point de vue-là, cette fois-ci, il faut s'en féliciter très vite.
Manuel Valls, vous vous souvenez du 18 mars 2016, le jour où Salah Abdeslam est retrouvé après 125 jours de cavale. Vous faisiez quoi à ce moment-là? Oh, j'étais sans aucun doute à Matignon et donc nous avons été informés par le ministre de l'Intérieur de cette arrestation en Belgique. Elle a d'ailleurs été pratiquement suivie, je vous rappelle, en direct sur la télévision et la manière dont il a été ensuite atteint par une balle de la police et infiltré dans une voiture. Vous l'avez rencontré, Salah Abdeslam? Oui. Pourquoi l'aurais-je rencontré? J'ai visité la prison dans laquelle il était pour bien comprendre les conditions aussi de sécurité et dans lesquelles il était. En termes de vigilance et évidemment là le centre pénitentiaire dans lequel il se trouvait avec l'ensemble des personnels pénitentiaires était particulièrement sérieux parce que chacun avait conscience de l'importance d'abord qu'il ne puisse pas s'échapper bien évidemment, qu'il ne puisse pas non plus se suicider, qu'il soit surveillé en permanence. Il devait faire face à des procès en Belgique et en France, donc c'était important. Moi je n'ai rien à lui dire en particulier. Il est l'un des rouages de cette mécanique terroriste et c'est important qu'il soit dans le box des accusés pour montrer qu'un état de droit, qu'une démocratie comme la nôtre, avec sa justice, font un travail qui est évidemment le contraire de la violence, de la terreur, de la haine, de l'idéologie, l'islamisme terroriste, l'islamisme politique porté par cet individu et ses complices. Manuel Valls, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez vécu le 13 novembre 2015, quand les attentats se passent. Vous êtes où? Ensuite, vous l'apprenez comment? Je suis à mon domicile dans le 11e arrondissement, après une longue journée en déplacement à Dijon. Je ne suis pas allé au Stade de France. Je suis un passionné de football, c'est un beau match, France-Allemagne, mais le président de la République y est. Et moi, j'ai besoin de tranquillité, d'un peu de repos. Et j'apprends qu'il se passe quelque chose au Stade de France, tout simplement parce que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, me prévient. J'ai le président de la République, j'ai le ministre de l'Intérieur au téléphone. Et au fur et à mesure que les choses se passent, nous décidons de nous rendre à Beauvau, à la cellule de crise. Mais pendant ce temps-là, un de vos confrères du Monde, Gérard Davet, m'appelle sur mon téléphone portable, nous nous connaissons, pour me dire, il habite à proximité, qu'il y a une fusillade sur la terrasse de la Belle Équipe, à quelques dizaines de mètres de mon propre domicile. Et donc je comprends que l'attaque que nous redoutions, multisite, est en place, est en train d'avoir lieu. Ce sera difficile d'ailleurs de m'exfiltrer de mon domicile puisque ce quartier est touché par ces différentes attaques et je retrouve le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur à la cellule de crise et c'est à ce moment-là que nous apprenons l'attaque en cours au Bataclan. Le sentiment que ça frappe de tous les côtés. Il faut garder la tête froide, il faut être serein et je proposerai, parce que c'est une des procédures que nous avons, au chef de l'État de mettre en place l'état d'urgence qui nous oblige à convoquer un conseil des ministres le soir. Nous nous rendrons plus tard pas loin du Bataclan pour parler notamment avec l'ensemble des services de secours, les sapeurs-pompiers, SAMU, tous ceux qui travaillent sur place. Ça sera une nuit terrible, mais elle ne sera jamais aussi terrible que celle qu'ont vécu les victimes, les blessés et leurs proches. Et moi, je pense à eux. Vous savez, tout ça est parfois un peu général, non? Je me suis rendu plusieurs fois au chevet de jeunes garçons et femmes à l'hôpital. Je m'en rappelle notamment aux Invalides, des gens qui peut-être vont nous écouter et qui souffrent dans leur chair, qui ont été amputés, parce que les balles de Kalachnikov font des dégâts terribles, qui vivront toute leur vie avec cela. Donc il faut penser à ces victimes. C'est pour ça que j'avais créé un secrétariat d'État aux victimes avec Juliette Méadel pour précisément assurer ce suivi. Il ne faut jamais les oublier, jamais. Et votre réaction d'homme quand vous apprenez ces attaques, vous pensez à qui? J'ai pensé ce soir-là immédiatement, mais comme beaucoup, à mes enfants, parce que je savais qu'ils étaient sur Paris. Et donc vous pensez comme ça, une espèce d'appréhension où ils peuvent être.
ils peuvent être? Est-ce qu'ils sont sur une terrasse? Où se trouvent-ils? Et donc vous cherchez à vous rassurer. J'ai des amis qui ont perdu leur fils, Victor, sur une terrasse, celle de la belle équipe aussi. Je connais des gens qui ont perdu des proches au Bataclan. Et pour avoir parlé avec eux, je sais ce qu'ils ont enduré toute cette nuit. Le lendemain, je me suis retrouvé à l'école militaire. Nous avions rassemblé tous les services pour avoir l'information nécessaire avec des familles qui cherchaient un proche, qui cherchaient souvent leur enfant. C'était des jours évidemment terribles. Mais dans ces moments-là, quand vous êtes chef du gouvernement, eh bien, il faut penser à la réaction, à la mobilisation, à la mobilisation de toutes les forces de l'ordre et de sécurité pour faire face à ces actes, puisque nous pensions, et ce qui s'est passé après, notamment avec la fusillade de Saint-Denis qui a mis fin à la cavale de ces terroristes, nous savions qu'il pouvait y avoir d'autres équipes qui pouvaient poursuivre ces attentats. Donc il faut garder au-delà de l'émotion la tête froide, mais vous restez malgré tout un être humain. Merci Manuel Valls d'avoir été notre invité sur BFM TV. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Maxime Switek, c'est 22h max.